Hey, salut YouTube! Avant que cette vidéo ne démarre, puisque vous voyez qu'elle est assez longue, elle fait plus de 45 minutes, je vais vous résumer en 2 secondes, hein, pour que comme ça, si vous voulez juste avoir l'info, le seuil de l'étrange n'est absolument pas abandonné, mais voilà, nous repartons sur de nouvelles bases. Donc, je résume tout ça dans cette vidéo. Niveau date de sortie, il n'y en a toujours pas, mais regardez franchement tout parce que voilà, on vous explique tout à la base. Je résume tout ça au début, tout simplement parce que je sais que des gens ne regarderont pas 45 minutes. Malheureusement, c'est les 45 minutes qu'il fallait. Je précise aussi que durant ces 45 minutes, vous allez avoir plein d'extraits du seuil de l'étrange dans la vidéo. Donc c'est assez cool aussi, ça sert un petit peu de teaser, etc. Donc voilà. Bisous bisous. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'explication du seuil de l'étrange, version 2. J'ai hâte de la version 4. Du coup... Je sais pas si j'ai envie de la version 4. Putain, la version 4, ça sera en 2030, vous verrez, ça sera génial. Elle sera en vert. Donc, on va vous expliquer ce qui s'est passé sur le seuil de l'étrange, qu'est-ce qui va se passer, les solutions, les problèmes, tout ça, tout ça. Donc d'abord, je vais refaire un petit historique avec vous. On a les dates qui sont juste là. Donc le Ulule s'est lancé en septembre, je crois que c'était le 24 septembre 2016, et c'est terminé le 1er novembre 2016, du coup, avec 24 000 et des brouettes Arrow. L'écriture du projet s'est finie, elle, en mars 2017. Les plannings des tournages en juin 2017, ça remonte. Et les premiers tournages, donc on a fait un premier bloc qui a commencé le 1er octobre 2017 et qui s'est terminé donc le 18 décembre 2017. S'en est suivi un deuxième bloc qui a commencé fin janvier 2018 et qui s'est terminé précipitamment fin mai 2018. La première vidéo d'explication date de fin novembre 2018. Et on a pris donc une décision par rapport à Eric, mais on va revenir dessus en janvier. On a fait des demandes par rapport au CNC en février-mars de cette année. Et du coup, on a pris une décision finale que nous nous expliquons là, voilà, fin mai. Donc pourquoi on ne vous en parle que maintenant et pas fin mai? Tout simplement parce que de fin mai à maintenant, Eric est venu une seule fois chez moi. Et c'était la semaine dernière pour qu'on fasse un pique-nique et qu'on rediscute un petit peu aussi de tout ça. Et du coup, eh bien, voilà, c'est maintenant qu'on le tourne. Voilà, on parce que tout profitait du simplement... temps qu'on soit réunis ensemble les deux pour que ça soit, on va dire, voilà... Ouais, je voulais pas que ça soit une vidéo où c'est seulement moi. Vous allez voir pourquoi. Parce que, déjà, parce que c'est aussi une volonté en général de l'équipe de vraiment plus communiquer sur le côté équipe, justement. Parce que c'est une réalité que beaucoup de gens oublient, en fait, je pense. C'est que dans Globtopus, il n'y a pas que moi, en fait. C'est vrai que je prends beaucoup de décisions, que je fais plein de trucs par rapport à Globtopus, mais il y a... aussi la figure voilà, la plus publique. Effectivement, mais il y a aussi, il y a Eric, il y a Victor, il y a plein de gens, en fait, hein, dans l'équipe. On est en gros une dizaine à faire partie vraiment du nœud de l'équipe. Et autour, il y a quelques personnes qui vont graviter, qui vont venir plus ou moins à certains moments, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a Eric, qui est là, dans cette vidéo, aujourd'hui. Tout à fait. Premier truc, c'est que le seuil de l'étrange, comme vous le savez, on a eu 24 000 et quelques euros. Il faut savoir qu'à la base, le seuil de l'étrange, c'était un petit projet, avec des guillemets, mais bon, qui demandait donc, je crois que c'était 5 000 euros, et on avait prévu de faire 5 épisodes, de 5 à 10 minutes. Sauf que, la première journée, je crois, on a passé déjà les 10 000. Là, je me souviens de la première heure, je crois, où on a eu tout de suite 2 à 4 000. Ouais. Ça s'est passé très rapidement et en gros, voilà, dès les premières heures, ouais. le budget a totalement explosé et on s'attendait pas forcément à ça. Je pense. Non. En fait, on s'attendait à ce que ça marche pour les 5 000. On va être franc. Mais on avait lancé tous des paris. Est-ce qu'on va atteindre, et il y avait que Clément. Exactement, c'était Clément qui avait dit un timide... 10 000, je crois. Un timide, on va dire... 10 000 en fin, quoi. Oui, et on avait fait aussi un pronostic, peut-être, soit la première journée, soit, ouais, voilà. On va dire, les premières 12 heures. Et c'était aussi Clément qui avait dit un 1500, je crois. Je sais pas si je le... Ouais, un truc comme ça ou quoi, mais... À la fin de la soirée, quoi. Et à la fin de la soirée de lancement. Exactement. Et du coup, le budget a quand même, au bout de quelques heures justement de lancement, a carrément explosé et on s'est retrouvé vite avec justement un montant qui nous a fait énormément plaisir et qui nous a un petit peu réchauffé le cœur. Qui est malheureusement une des raisons principales du retard et des problèmes qu'on a eu. On fonctionne d'une façon en fait. C'est que, ouais. En gros, jusqu'à maintenant, toutes nos productions étaient avec notre propre argent, déjà, à peu près dans les mêmes... un petit peu moins cher, vraisemblablement. Mais par exemple, pour vous donner une idée, le pilote, à lui seul, a coûté près de 10 000 euros.
Tout simplement parce que ça a demandé énormément de matériel, énormément de trucs. C'est simple, tout ce que vous voyez dans le pilote, c'est du fait main. C'est-à-dire tout le grenier était vide à la base. On a remis tout, on a réorganisé tout, on a installé les lumières, on a installé tout, on a acheté pour ce tournage-là du coup le Ronin qu'on a vendu depuis. On a acheté plein de matos pour ce tournage-là, des optiques, des lumières, on a loué un générateur. Putain, c'est vrai qu'on louait un générateur à l'époque. Ces 10 000 euros représentent beaucoup de choses. Voilà. Que ce soit en investissement physique, on parle de matériel, on va parler d'accessoires, on va parler de décors, d'aménagement, mais on va aussi parler plus de choses qui sont un peu plus abstraites, comme par exemple les déplacements pour l'essence, peut-être aussi simplement des frais comme la nourriture, ou tout simplement aussi peut-être défrayer, on va dire des personnes qui pourraient venir nous aider aussi, parce que ça représente un coût de se déplacer, on va dire, à l'endroit où on le faisait, et du coup, une somme de plein de choses. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que sur ce pilote, la majorité du tournage, on était 3 ou 4, avec Eric. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce que vous voyez a été fait par 3 ou 4 personnes. On a été un petit peu plus, on était 5 à peu près, je dirais, sur le... Enfin, quoique non, parce que t'étais pas là, en fait. Mais sur la préparation du grenier. Mais il faut savoir qu'il y a eu plein de tournages ailleurs. Il y a eu un tournage donc, en haut d'une montagne où là, on était plus nombreux. Heureusement, mais voilà. Sauf que la réalité de ce tournage-là, c'est que on s'en foutait de la thune, parce que c'était notre thune, et qu'on s'était dit, on fait ce qu'on veut. Et il y a de nombreuses fois où justement, McTornish, on peut en parler, c'est aussi un exemple qui est intéressant. Vous avez sûrement déjà entendu parler, Maxime a parlé en live peut-être de l'épisode 7, 8, on en reparle régulièrement. Et c'est vrai qu'il y a un côté qui est un peu plus libéré dans le sens où on a ce droit à l'échec, car quelque part c'est nous-mêmes à qui nous devons nos propres comptes. Et ça, c'est quelquefois libérateur en prise de décision et en avancement personnel. En fait, c'est que sur la communication avec vous, le problème, c'est que il y a plein de moments où je peux pas communiquer avec vous, tout simplement parce que, là, par exemple, avant mai, tout ce que je pouvais vous dire, c'est de dire, ça s'est pas fait. Ça, il faut qu'on repense ça. Ça, on sait pas quoi faire. Et c'est pas de la communication. Je vais pas vous communiquer des trucs où c'est que des problèmes et on n'a pas de solution. Parce que je pense que ça serait se tirer une balle dans le pied. Et surtout, vous aurez une impression qu'il y a que des problèmes. Or, en vrai, des problèmes, on en a eu une chier. Il y a tout le temps des problèmes. Genre, premier jour de tournage, bam, la caméra morte. C'est un vrai gros problème majeur. Surtout que c'était une caméra qui venait d'arriver sur le marché. Donc, du coup, pour la retrouver, c'était compliqué. On a dû se taper 3 heures pour aller jusqu'à Lyon, pour la louer à 300 balles. C'était tellement cher. Sauf que du coup, ça veut dire, donc, 25 000 balles. On réécrit. Sauf que le projet de base c'était 5 épisodes, donc forcément ça demande de dire voilà, ce que j'imaginais pour la suite, je l'intègre. Sauf qu'en fait, ça marche pas. Pourquoi ? Parce que planifier un budget, c'est compliqué, mais c'est surtout qu'en fait il y a des risques. Et dans la première version que j'avais fait, la plupart des épisodes étaient tournés à Pétaouchnok tout le temps. J'ai des souvenirs d'Écosse. C'était pas très cher. Alors il faut savoir qu'encore une fois, le budget qu'on présente, donc 24 380 et quelques, ce n'est pas ce qu'on a eu. La réalité, c'est que de ce budget, on ne peut utiliser que 17 000 euros. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a une partie que Ulule prend, mais il y a une autre partie qui est les contreparties qu'on a dû calculer, etc. Et donc, on s'est dit, j'ai pas les détails là tout de suite sous les yeux, mais on s'est dit, ça représente tant, et du coup, il ne nous reste plus que 17 000 euros. Il faut savoir que sur ces 17 000 euros, vous rajoutez 25 000 euros de ma poche, au moins 10 000 euros de la poche d'Eric, à peu près 5 000 euros minimum de la poche de Victor, plus tout ce que les autres acteurs ont mis, que je n'ai pas là sous les yeux et auquel je ne leur ai pas demandé, mais qui frôlent les faciles 500 à 1000 euros par personne. Parce que le budget du Seuil de l'étrange n'a été utilisé quasiment que pour du matériel pur. Donc ça peut être des accessoires, ça peut être du matos de tournage, et ça peut être des costumes. Et ça peut être des éléments de décor. Sauf que du coup, dire on va tourner à Pétaouchnok, etc., c'est augmenter les risques. On s'en foutait du budget. Honnêtement, on s'en foutait de dire, vous vous doutez bien que si on dépense 25 000 euros, c'est qu'on n'est pas, plus de 25 000 euros, c'est qu'on est prêt à lâcher du budget ailleurs. Le souci, c'est que moi, j'ai pas envie de dire, on va en Écosse, on va en machin, et puis à la fin, faire, ouais, mais c'est cool, on a été en Écosse, sauf qu'on n'a pas pu tourner parce qu'il pleuvait, et puis, du coup, on est revenu penaud, sauf qu'on a payé quand même le voyage et qu'on n'a rien à la fin. Donc du coup, j'ai décidé de réécrire
en simplifiant, en fait, tout simplement, le propos et revenir à l'essence même de ce qu'était le projet. Ce qui était une très bonne idée, je pense, et qui a donné, du coup, le seuil de l'étrange tel qu'on le concevait. On a ensuite commencé à écrire les scripts, et on a pris une décision. On a fait en même temps les scripts et la planification. Et en faisant la planification, on s'est rendu compte d'une réalité, malheureusement, assez vraie, c'est que même si on a 25 000 € de budget, même si nous, on remet 25 000 ou 30 000 ou 50 000 derrière, la planification ne change pas entre McCormick et ce projet-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer comment fonctionne l'équipe. Pourquoi ? La réalité, c'est que on s'est dit, on va partir avec un acteur. Pourquoi on s'est dit ça ? Parce que c'était franchement le plus pratique. C'est, Eric, il était dispo, il était motivé et il avait moyen de se payer lui-même les défraiements et les trucs comme ça. C'était un choix qui semblait pertinent. C'est le choix le plus logique. Et autre chose, on va pas se mentir, Eric a une aura dans Globtopus qui est très cool. Je pense que beaucoup de gens le considèrent un peu comme la mascotte de Globtopus, sans vouloir t'offenser. Mais voilà, c'est quelque chose, et même dans l'équipe, je veux dire, Eric, tout le monde aime bien Eric. Il n'y a pas de problème avec Eric. C'est pas quelqu'un qui fout la merde. C'est pas quelqu'un jusqu'à maintenant. Non mais voilà, il n'y a pas de problème avec Eric, quoi. Donc c'est pour ça que c'était une bonne idée. Et je reste sur le fait que c'était une bonne idée. Un autre truc qu'on avait un gros intérêt, c'est que Eric avait une planification possible 1 an à peu près à l'avance. Ce qui est plus que tout le monde. Et il faut savoir aussi que, c'est pas une information qui est cachée, on connaît mon métier, je suis infirmier. Il faut savoir qu'une planification 1 an à l'avance, pour un infirmier ou une infirmière, est quelque chose qui n'existe pas, ou qui est extrêmement rare. J'ai eu la chance de bénéficier justement de ça et de pouvoir dire à Maxime, à l'équipe, ok, tel week-end là dans 1 an, c'est bon, celui-là dans 4 mois on peut, c'était quelque chose de fixe, de constant. En gros, c'était calculable. En gros, il y avait des cycles qui tournaient de 3-4 jours, et puis voilà. Donc du coup, on a planifié les tournages, et là, on s'est rendu compte que, en fait, les gens, si vous sortez des week-ends, ils sont quasiment jamais dispo. Et ils ne peuvent pas placer des jours de congé et les garantir. Et ça, c'est un truc qu'on s'est pris un peu dans la gueule, et où on s'est rendu compte que la plupart des tournages du Seuil de l'étrange allaient se faire à 3. Pas la ville, hein, le nombre. Nous étions 3. Je sais pas si le cadre de 3 aurait été très idéal non plus. Si, je pense que c'est joli, 3. Du coup, ça veut dire qu'il y avait que Victor qui pouvait se rendre dispo à peu près n'importe quand. Ceci dit, en sacrifiant des heures de travail de son côté puisqu'il était en intérim à l'époque. Il ne serait donc pas rémunéré. Moi, je pouvais sacrifier des heures de travail puisque j'avais justement... C'était une des raisons pourquoi j'avais quitté JVC, notamment, c'était pour me rendre plus libre. Donc oui, en sacrifiant des heures de travail, mais bon, j'avais économisé pour ça. Et Eric, en sacrifiant la quasi-totalité de ses congés et jours de week-end, dirons-nous. Et de mes vacances. Donc, on s'est quand même lancé dedans parce que maintenant on était au pied du mur. Les 2 premières semaines de tournage, donc en octobre, ont été chaotiques, dans le sens très très dur. Victor est tombé malade en plein milieu du tournage, très beau souvenir. Ensuite, on était 3 pendant tout le long. On a été confronté à une réalité assez violente, je trouve. Ouais, parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, les tournages étaient fatigants, étaient crevants, McCormick et compagnie, même le pilote. Mais à chaque fois, on s'arrangeait pour être nombreux. Là, on pouvait pas, en fait. Et du coup, on s'est rendu compte de ça, qui était vraiment très dur. Mais, en regardant les rushs, c'était ultra cool. C'est-à-dire qu'on a réussi à se focus vraiment sur l'image, à un point où, sincèrement, je pense pas qu'on puisse faire mieux visuellement avec ce budget-là. Si on nous donne, peut-être 50 000 balles d'un coup, qu'on peut acheter des lumières encore plus performantes, une caméra encore mieux, machin, peut-être. Mais avec ce qu'on avait, je rappelle qu'on tourne quasiment qu'avec des lumières à main, ou bien des lumières de chantier. On a une caméra, on est 3. Enfin, là, vous voyez des images, certainement. On est 3 sur ce tournage-là. Acteurs compris. Et quand on dit 3, justement, j'allais le préciser, acteurs compris, c'est-à-dire qu'en gros, moi, je ne suis absolument pas, et je ne dois pas me concentrer de tout ce qui est technique, mise en place du décor, et on va dire tout ce qui concerne l'envers du décor. C'est-à-dire je dois me concentrer sur moi. Donc, à la fin du tournage, et au début du tournage, quand même, tu aidais à porter tout le matos. Alors, il faut savoir que dans ces 2 semaines-là, on a appris que on avait trop de matos. C'est une réalité qu'on a appris. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque tournage, on se tapait 2 heures de rangement minimum. Et c'était 2 heures de rangement, genre après un tournage de plus de 10 heures. Et souvent de nuit. Du coup, ça vous fait tourner à quoi pendant la nuit? Je sais pas. On attend en fait que la nuit arrive ou qu'on attrape justement le coucher du soleil. On tourne pendant la nuit. Et
On essaye justement de tourner le plus possible de nuit, car c'est une ambiance qui est magistrale et magique justement. Et puis vous verrez, vous voyez des images probablement, c'est magnifique, c'est beau. C'est juste que à la fin, lorsque c'est le soleil qui dit en fait les mecs arrêtez de tourner, parce que du coup le soleil se lève, on arrête. Et du coup on arrête, mais on arrête de tourner. Après il faut démonter, ranger et préparer et se préparer pour dormir et re-enchaîner le lendemain. Donc les 2 premières semaines de tournage ont été hardcore. Même physiquement aussi. Physiquement c'était dur. On a été amené à faire des choses, on va dire. Porter des trucs où c'était borderline de ouf, te demander de glisser. On passait sur des trucs où la personne qui habitait là nous disait attention, c'est ultra casse-gueule, et du coup on devait faire des allers-retours avec des trucs super lourds dessus. Enfin bref. Toujours est-il que cette réalité de tournage, on serait pris vraiment dans la gueule donc pendant ces 2 semaines-là. S'en est suivi ensuite plein de petits tournages, et le gros tournage, qui est donc le tournage du souterrain. Alors jusqu'à maintenant, on disait pas le mot souterrain parce qu'on essayait de pas spoiler, mais vu qu'on va faire une réécriture, écoutez, voilà. Regardez-moi ça, c'est beau, c'est beau. Donc le tournage du souterrain, là on était 7. Ça change les conditions, sauf que on a multiplié par 10, je dirais, la complexité du tournage et le fait de devoir tourner plus. C'est-à-dire que comme on est 7, du coup on tourne beaucoup plus. Ce qui est pas une bonne idée non plus. Enfin, c'est une bonne idée, mais sur le coup, c'est vraiment extrêmement épuisant. Et du coup, c'est pareil, on a un peu la tête dans le guidon. Et ensuite, fin de ce bloc-là, on arrive en janvier, et là, c'est le chaos, puisque Eric, en fait, ses plannings changent. Ça, je vous en ai déjà parlé. Il y a une vidéo qui a été faite sur ça. Et ça a duré, en fait, pendant, donc, de janvier à mai, jusqu'à juin, on a essayé de se débattre avec ce planning. Sauf que c'est impossible de planifier des tournages 1 mois à l'avance. C'est juste impossible. Et vous le faites sur une intuition, sur un dit allez, ça va passer, logiquement c'est bon. Et ça s'est raté plein de fois. Le fait est que comme on précipite les trucs, il y a plein de tournages où Eric est venu et on n'a pas tourné. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était pas possible. Parce que qui dit précipiter à 1 mois, ou même des fois 1 semaine à l'avance, dit annulation. Sauf que le problème, c'est que quand on annule un tournage comme ça, certes, c'est chiant, mais au-delà de ça, c'est que ça coûte de l'argent. À Eric, à moi, à Victor, à tout le monde. Sauf que derrière, on tourne pas en fait. Sauf que on peut faire ça 1 fois, 2 fois, mais là on l'a fait genre plein de fois. Et du coup, on a décidé d'arrêter les tournages jusqu'à ce que ça se rétablisse, puisque à son travail, le mot qui passait, c'était ça va se stabiliser. Septembre arrive, ça va se stabiliser. Octobre arrive, ça va se stabiliser. Et puis novembre, et là, moi, je me sens obligé de communiquer avec vous, puisque on était face à un truc, c'est que le planning d'Eric ne changeait pas. Donc je fais la vidéo de communication, puisque ça faisait, pas 1 an, mais ça faisait au moins 9 mois qu'on tournait quasiment rien. Et 6 mois qu'on tournait rien. Je fais la vidéo, et du coup, je vous explique que on essaie de trouver une solution. Ce qui était vrai. À ce moment-là, on s'est vraiment dit, écoutez, on va trouver une solution. Donc on part sur le fait que on va réécrire et reprendre ce qu'on a tourné, d'accord ? Sachant qu'on avait tourné 60 à 65%, je dirais, de la série. Et là, du coup, moi, je regarde les rushs en détail avec Victor, il y a eu Nel, il y a eu Kevin, il y a eu pas mal de monde comme ça, Zach. Et là arrive un autre souci majeur qu'on n'avait pas vu, enfin qu'on se cachait, on va dire. C'est que il y a une grosse différence en termes d'acting et en termes de demande entre McCornish et le Soldat de l'étrange. McCornish, c'est une web-série. Et quand vous regardez McCornish, vous dites « Ah Maxime, il joue bien, Eric, il joue bien !» Et vous parlez comme ça parce que vous êtes un enfant. Sauf que la réalité, c'est qu'en fait, on cabotine. Et que ça fait partie du truc. C'est une série humoristique, du coup, ça... Voilà. Quand vous regardez un jeu de rôle enregistré et que moi, je fais la petite vieille Artigan, vous vous dites « Ah, Maxime, il fait bien la petite vieille. » Sauf qu'en vrai, si vous allez dehors et que vous voyez une petite vieille et qu'elle parle comme ça, je pense que vous chierez dessus, déjà. Mais surtout, c'est pas crédible. Ça marche pas, en fait. Et là, c'est le problème qu'on a eu. C'est que le jeu d'acteur d'Eric n'était pas satisfaisant. Il n'était pas crédible. Et en fait, on l'a pas vu venir pour plusieurs raisons. Donc déjà, la première raison, c'est qu'en fait, nous, on n'est pas dans les tournages centrés vraiment sur ça. Parce que il y a toute une autre réalité qu'on vient de vous expliquer, qui est la difficulté des tournages, le fait qu'on cherche à avoir d'abord une image irréprochable, ce qu'on a, je pense, obtenu, et ensuite vient le fait de faire la scène et qu'il fasse les actions, le jeu, le texte, etc. On a tellement la tête dans le guidon, en fait, qu'on cherchait pas à obtenir le jeu d'acteur parfait, parce que on n'était pas concentré là-dessus. Sauf que du coup, je te laisse parler de ton expérience aussi par rapport à ça, parce que voilà, c'est
la réalité des tournages était un des problèmes, c'est-à-dire que il y avait une grosse pression sur toute l'équipe pour l'image, mais finalement sur l'actorat moins, parce qu'on n'avait pas le temps. Et c'est vrai qu'il y a ce côté, on va dire, où chacun, on va dire, est concentré sur sa tâche physique à faire, c'est-à-dire qu'en gros, préparer le décor, mettre en place le matériel, tout ça. Et c'est vrai que du coup, il y a eu, je pense, cet effet tête dans le guidon qui a un petit peu éludé le fait que moi, du coup, je ne suis pas, en fait, tout simplement, on va dire, transcendant à l'écran, à l'image. Vous allez voir, vous avez déjà vu, vous êtes en train de voir des plans qui sont beaux, qui sont magnifiques. Faut savoir que, je reviens dessus quand même 2 secondes pour moduler, 25% des rushs, avec Eric j'entends, sont 100% exploitables. C'est-à-dire, il n'y a aucun problème d'acteur. 25%. Ça peut paraître pas beaucoup, mais c'est quand même pas mal. Et après, dans ceux qui restent, ça ne veut pas dire que c'est à chier. Vous attendez pas à Eric qui fait le gogol. C'est pas ça, hein. Mais c'est juste, il n'y a pas une espèce de, genre, je pense, de ce qu'on ressent et ce qu'on ressent pas aussi. C'est pour le coup la même chose. C'est, on ne ressent pas, on va dire, voilà, je pense, une espèce de transcendance à l'image. On attend justement, pas de moi que j'ai l'Oscar du meilleur acteur, mais il y a ce côté qui peut détonner justement entre, malheureusement, une image qui est limite à la perfection de nos ambitions et de notre envie. Je pense que c'est ça le souci. En fait. Et moi, de mon côté, qui manque d'expérience et aussi qui suis, du coup, déstabilisé par, on va dire, ces conditions de tournage où, on va dire, moi, je n'arrive pas forcément à être aussi bon que lorsque la caméra ne tourne pas. Et c'est un vrai problème. Et en fait, c'est vrai que quand on y pense, déjà à l'époque de McCormick, il y avait ce souci-là, mais il était effacé. Par exemple, pour vous donner une idée, vous n'avez jamais vu Ramirez. Ramirez, dans McCormick, il est mieux hors caméra que à la caméra. Mais à la caméra, il est tout à fait correct. Mais c'est Ramirez. Ramirez, c'est un cartoon. C'est un cartoon. Et là, le problème, c'est que, voilà, on est face à une réalité, c'est que nous, on cherche à produire une œuvre cinématographique, sauf qu'on a les moyens d'une web-série. Et donc, par rapport à ça, ça est d'autant plus visible quand, en face, on a pris des acteurs qu'on a choisis pour leur qualité d'acteur. Exact. Et notamment Stéphane et notamment Pierre ou même Alexis, qui sont en fait très bons. Sauf que du coup, eux, ils sont très bons en fait. Et ils vont pas arrêter d'être très bons et ils gardent un niveau. Sauf que le niveau d'Eric, il est en dessous. Voilà. Mais ça se voit en fait. Du coup, ça crée une inconsistance dans le projet parce que vous avez une image qui vous dit on s'est cassé le cul. Et derrière, vous avez un actorat qui est médiocre et inconsistant. Je dirais que c'est peut-être ça le plus problème. Et ensuite, d'un côté de ça, il va y avoir quelqu'un d'autre en face qui donne un actorat tout à fait crédible. Donc du coup, ce côté-là crée en fait une inconsistance dans le projet qui réellement fait que nous, on est face à un problème. C'est, comme je vous ai dit, il y a 25% de ce qu'on a tourné. Des scènes avec Eric, pas tout ce qu'on a tourné, ça n'a pas de sens, parce qu'il y a plein de scènes où il n'y a pas Eric, où Eric est de dos, et faut le faire pour être mauvais de dos. Ça veut dire que voilà, est-ce que ça vaut le coup de continuer ce qu'on a fait? Pas tant que ça. Parce que, en fait, on va se retrouver avec un produit final qui sera très inconsistant en termes d'actorat, et peut-être même pire par la suite, parce qu'après, ça va juste mettre plus de pression sur Eric. Enfin, vous vous doutez bien que si on nous a dit « Ah oui, mais là, ça allait pas, machin », du coup, ça va pas simplifier le problème pour Eric. On peut pas mettre le doigt sur ce qui va pas, en plus. On n'a pas... Parce que c'est pas... Justement, c'est une inconsistance qui pose le problème. C'est-à-dire que Eric va pouvoir faire des scènes où il sera très juste. Vous le verrez, d'ailleurs, c'est un truc tout con. Dans Machination, la série de jeux de rôle enregistrés, vous verrez des scènes où Eric, vous vous direz, putain, il joue bien. Et oui, mais du coup, c'est improvisé. Et à ce moment-là, ça passe très bien. Voilà, à côté de ça, je peux vous montrer des extraits justement où ça passe pas. Après, vous avez l'impression que mon personnage, on va dire, va détonner, mon interprétation va être justement en dehors de ce qui est attendu. Et c'est vrai que je pense que moi, je me suis heurté à cette réalité entre justement ce côté cinématographique, ce côté, on va dire, où tout doit être parfait et on va dire juste et à sa place. Et je ne peux pas produire, je n'arrive pas à produire cette constance qui est attendue de ma part. Du coup, on parle de ça et c'est vrai que c'est un Sauf petit peu, que ça, nous, on l'a pas vu venir, honnêtement. Et c'est peut-être ça le souci majeur. C'est qu'on avait tellement la tête dans le guidon, qu'on était tellement obsédé par la gueule de l'image. Et vraiment, quand on regardait les rushs, on était concentré vraiment sur l'image, en fait.
Et on regardait pas tous les rushs non plus. On se concentrait sur est-ce que ça a été réussi, le plan a été réussi. Et c'était ça le truc, c'est est-ce que le plan a été réussi. Est-ce que les positionnements d'acteurs est bon? Est-ce qu'on va dire l'image est bonne? Et vous écoutez pas forcément, vous entendez pas forcément très très bien, on va dire le son qui s'y passe. Ah oui, parce que un truc qui est tout bête, c'est 95% du temps, il y a un générateur derrière qui fait. Donc on avait prévu de redoubler quasiment tout, en fait. Mais après, c'était aussi une volonté artistique, dans le sens que ça crée cet inconfort qu'il y a un peu dans les films des années justement 50, etc., où beaucoup de films étaient redoublés aussi, et du coup ça crée ce côté un petit peu old school que moi j'aimais bien. Mais bon, donc ça c'est le souci. Maintenant, on va parler de trucs plus cool, on va parler des solutions. Déjà, première solution, on va conserver l'intégralité de ce qu'on a tourné. D'accord, parce qu'on va pas acheter ça parce que ça nous a coûté extrêmement cher. Et qu'il y a des bonnes choses à en tirer. Et que vraiment, il y a beaucoup de bonnes choses à en tirer. Mais justement, on va jouer sur ce côté inconsistance de l'actorat pour en faire en fait quelque chose qui sert le propos. C'est-à-dire qu'on va transformer tout ce qu'on a tourné en une série dans la série. C'est-à-dire que les personnages principaux de la série, le Seuil de l'étrange, vont regarder en fait la télé, ou regarderont régulièrement la télé. Il y aura des coms autour d'une autre série qui s'appellera, admettons, La Frontière du Bizarre, j'en sais rien, peu importe. J'aime bien j'avoue que c'est tellement naze que ça me fait rire. Mais voilà, ce côté-là, un petit peu comme dans, si vous avez joué à Alan Wake, le côté Midnight Scenes. Non, Midnight Scenes c'est le jeu. Du coup c'est pas ça, c'est Phenomenix. Phenomenix ? Je crois que c'est ça. Moi j'ai Midnight Scenes. Midnight Scenes c'est le jeu vidéo où il y a des chapitres. D'accord. Tu sais, en noir et blanc, qui est très cool d'ailleurs. Je crois, hein. En gros, dans ce jeu vidéo, vous avez en fait justement un produit, une série, un environnement qui est à l'intérieur et qui sert le propos et qui guide. Et qui souligne en fait. Qui fait des parallèles, voilà. qui est aussi un personnage à part. Ouais. Et qui fait partie de l'intrigue dans son intégralité. Et le gros intérêt de ce côté-là, c'est que nous, ça sert à mort le propos, ça rajoute, au niveau prod, ça rajoute une qualité de ouf, parce que ça donne l'impression qu'on a fait exprès de tourner un an de série supplémentaire, mais surtout, ça permet de l'utiliser pour ce qu'il est. Et surtout, on va y finir après, ça amène la solution 2, c'est que Eric sera un acteur secondaire, pas principal, du coup la pression retombe, mais du coup il peut jouer en fait ce rôle dans la série à la télé, mais la série à la télé et faisant partie de la fiction, eh bien il peut jouer aussi l'acteur qui est derrière ce rôle, donc, et revenir sur quelque chose de plus en rapport avec ce qu'il peut jouer. J'ai roté un petit peu beaucoup. Et donc du coup peut jouer quelqu'un qui lui ressemble un petit peu plus, qui sera peut-être plus naturel, on va dire, et tangible pour lui, et plus facile à tourner. Au-delà de ça aussi, le fait est que, en termes de disponibilité, oui. Ça amène justement le propos suivant. Ouais, c'est que moi, justement, j'aurai moins de tournage, et on pourra mieux planifier ça. Voilà, pour les tournages, ça sera plus facile. Bon, après, il y a aussi la réalité de ton métier qui a encore changé. Ça se dit en passant, en mai. Oui, tout à fait. J'ai changé d'emploi. Et du coup, on verra donc ça, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est un point positif ou un point négatif. Mais pour l'instant, pour l'instant, c'est très positif. Pour l'instant, c'est plus que positif, car je suis là. Ça fait 2 week-ends de suite où je suis là et où j'ai. Parce que, c'est aussi une réalité. Beaucoup de gens, des lives, m'ont dit, mais du coup, tu fais la gueule à Eric. Parce que, oui, du coup, c'est vrai. Depuis janvier, je sais pas si t'es venu une seule fois en live, en fait. Ou peut-être une fois viteuf. Mais voilà, c'est ça le truc, c'est que en vrai, depuis janvier, t'as quasiment pas pu venir, et les fois où t'es venu, c'est parce qu'il y avait un truc un peu exceptionnel, comme le pique-nique, comme l'IRL ou un truc comme ça. Mais c'est une réalité, c'est que c'était très compliqué à planifier. J'en viens à l'autre solution, une autre solution qu'on apporte, c'est que la série va revenir à ses racines, c'est-à-dire l'horreur. On s'était... Je vais pas dire perdu, parce que c'était vraiment une volonté cool, on était en fait dans un film noir qui tournait vers le fantastique et vers l'horreur. Lentement. Plus maintenant. Maintenant, on est dans l'horreur, dès le début. La différence est fine, mais elle est bien présente. Dans un film d'horreur, vous pouvez voir... Enfin, il peut y avoir un monstre. Dans un film fantastique, s'il y en a un, il doit être à la fin. Voilà. Ça, c'est la majeure différence entre les deux. Maintenant... Est-ce que ça veut dire qu'il y aura des monstres, Maxime, très tôt ? Peut-être.
Maxime Tréteau. C'est Maxime Robinet, c'est pas... Tréteau, Maxime Tréteau, c'est bien aussi. J'ai mis 2 Maxime Tréteau ce matin. Ça sera aussi beaucoup plus intimiste. Pour, en fait, répondre à la réalité du budget et à la réalité de notre capacité de tournage. Parce qu'on veut garder cette essence, en fait, qu'on a connue dans nos projets d'avant et qui a été, on va dire, modifiée justement par cette campagne Ulule, pour lequel, du coup, on se sentait, et c'est bien normal, et on se sent encore, et ce sera jusqu'au bout, responsable justement du produit et du projet. C'est ça. En fait, on est moins ambitieux en termes de production, mais plus ambitieux en termes d'image. Pourquoi je dis ça? La production, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'heure actuelle, quoi qu'on fasse, on ne peut pas changer le fait que Globtopus, c'est une bande de potes bénévoles qui ont des vies et des métiers. Et ça, on peut pas le changer. Cette réalité, on peut pas la changer. Même si vous nous donnez 100 000 euros, on pourra pas changer. Parce que 100 000 euros, c'est bien, mais ça permettra pas de payer tout le monde. 100 000 euros, c'est bien, mais ça permettra pas de dire à des gens, ben voilà, là tout de suite, toutes tes vacances, tu vas les passer pour ce tournage-là. Tout le monde ne peut pas faire ça, tout le monde ne veut pas faire ça. Voilà, la réalité des prods de Globtopus, c'est que la plupart des tournages, en termes d'équipe technique, on sera 2. Et c'est un fait. C'est pas un problème, c'est un fait. Et il faut l'accepter. Ça ne veut pas dire qu'on doit pour autant négliger l'image. Je pense que c'est notre plus gros point fort quand vous regardez les rushs. Et du coup, on mise à fond là-dessus. Ce qui est ouf, c'est qu'on peut s'arrêter sur ça 2 secondes. C'est vrai que c'est une vidéo qui est particulière. Elle annonce quand même quelque chose qui est pas forcément une bonne nouvelle, mais qui est importante de dire, c'est que ce que vous voyez à l'image, les rushs là que vous voyez en noir et blanc, le seuil de l'étrange, Maxime, c'est fait avec combien de personnes? 2, 3, 4? C'est ça, on est très très peu nombreux en fait. La plupart des plans que vous voyez, on est 2 personnes à l'équipe technique. Et du coup, il n'y a que moi encadreur et Victor qui va prendre le son ou gérer les éclairages. Ou voilà, on est très très peu nombreux. Donc, c'est ça qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que c'est une réalité que ça, on doit gérer avec. Même si vous nous donnez 100 000 balles de plus, ça changera rien. Ça changera rien. Ça va juste... peut-être augmenter une espèce ça augmentera notre confort de tournage. En gros, c'est-à-dire on va investir sur des grosses lampes qui marchent sur batterie ou des trucs comme ça. Mais c'est tout. On pourra pas investir dans des gens spécialement. Et voilà. Alors après, j'entends déjà des gens dire « Oui, mais pourquoi tu contactes pas des techniciens ?» Parce qu'en fait, j'ai pas envie d'exploiter des gens, en fait. C'est pas le but. C'est-à-dire que j'ai pas envie de dire « Hey mec, tu viens à ce tournage d'une semaine où tu seras pas payé, où tu payeras ta propre bouffe, où tu payeras ton propre... Enfin, le loyer, c'est vite dit, mais voilà. » Parce que c'est ça, et derrière il va falloir qu'ils bossent. C'est un vrai, quand je dis bosser, c'est on faisait des journées de 16 heures en vrai 16 à 18 heures de travail non-stop. C'est extrêmement fatigant, il faut vraiment le vouloir, c'est aussi ça qu'il faut voir. Encore une fois, nous on le veut. C'est pas, on fait ça avec grand plaisir. Oui, et c'est même, on est pris en otage de rien du tout. C'est ça, c'est pas du tout une prise en otage, c'est pas du tout quelque chose qui nous fait chier. C'est quelque chose, on kiffe et je pense même qu'il y a beaucoup de gens dans l'équipe qui rêveraient de faire ça régulièrement. Bon, après, c'est sûr qu'on pourra pas faire ça non-stop parce qu'on serait mort au bout de 6 mois. Mais c'est pour ça aussi qu'on fait cette vidéo là, c'est parce que techniquement, rien ne nous aurait empêché de sortir tout simplement le seuil de l'étrange en l'état actuel. Ouais. En vrai, c'est ça. C'est pas ça qu'on veut. C'est que c'est aussi quelque chose qu'il faut comprendre. Le seuil de l'étrange, certes, vous avez certainement payé pour, mais nous plus. On a plus payé, de toute façon. Et ça reste notre projet et ça reste notre image. Et le truc, c'est que moi, le seuil de l'étrange, je veux absolument le sortir, mais je veux qu'il me plaise. C'est hors de question de sortir quelque chose où qui soit bâclé, ou qui soit en mode bof. Ça ira. Ça ira. Non, parce qu'on a fait ça avec McCornish, honnêtement. Et ça me fait toujours chier de voir que si on avait pris plus de temps, si on avait mis un petit peu la réalité YouTube de il faut sortir une vidéo par mois, je sais pas quoi, de côté, à la fin, McCornish, ça aurait été vraiment très drôle parce que les scripts, ils sont top. Et on avait la capacité de tourner mieux. Mais le problème, c'est que comme on essayait de se dépêcher, en fait, il y avait la réalité du tournage de tu peux pas tourner cette journée-là, donc toute cette scène-là, elle est foutue. Ou tu te fais arrêter par la gendarmerie, donc tout ce que t'as écrit là, c'est foutu, mais tu dois quand même tourner ce week-end-là, mais t'as plus le droit d'utiliser d'armes factices, tel ou tel lieu, etc. Voilà. Du coup, pour le seuil de l'étrange, moi j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de me contenter des miettes de la réalité, des erreurs qu'on a pu faire parce qu'il faut respecter un timing. Vous voulez voir le seuil de l'étrange, il sortira. Et clairement, moi je vais tout faire pour qu'il sorte, et je pense que l'équipe est totalement derrière pour ça, mais on veut tous être satisfaits du projet, non pas parce qu'on doit satisfaire les gens qui ont payé, mais d'abord parce qu'on doit se satisfaire nous, et ensuite vous. Mais d'abord nous. Et c'est une réalité, c'est que, oui, j'ai bien compris qu'il y a des gens qui vont être déçus du fait que ce soit
techniquement décalé, et comme niveau date de sortie, parce qu'on peut parler ouvertement, ça sortira quand ça sortira. Je n'ai pas de date, je n'ai pas de deadline à tenir par rapport à ça sur YouTube, etc. Je peux vous garantir que ça sortira. Et on ne peut pas. Et on peut pas, de toute façon, même si on voulait se dire, allez, on se met à fond dessus, bah, c'est ce qu'on fait déjà en fait. Enfin, genre vraiment, il y a des périodes, je peux vous assurer qu'avec Victor et même Eric, il y a des périodes où on a passé des semaines à ne faire que replanifier, repenser, réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire pour la suite. L'année dernière, c'était quasiment que ça. Hein. Et pour vous, ça donne l'impression que c'est pas du travail parce que vous n'avez pas la vidéo à la fin, mais je peux vous assurer que si, en fait, la planification, c'est un truc, sans déconner, qui est énorme. Et on n'a pas arrêté de bosser sur le sol de l'étrange. C'est juste que, bah oui, on n'a pas pu tourner. Je mets aussi un détail sur il y a plus vraiment plus d'acteurs principaux. Il y en a plus. C'est-à-dire qu'en gros, plutôt que de partir sur un seul acteur, on part sur plusieurs parce que c'est une solution par rapport au planning qui nous semble idéale. C'est-à-dire on ne surcharge pas quelqu'un en fait. On divise entre plusieurs personnes et pour le coup, on a réussi. Ça, c'est un truc, c'est une autre réalité qu'il faut bien comprendre, c'est que le Seuil de l'étrange, le tournage du Seuil de l'étrange nous a permis de débloquer des choses, mais qu'on n'avait pas pour le Seuil de l'étrange. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des tournages et du fait d'avoir des rushs et du fait d'avoir tourné à des endroits, ça nous a permis d'avoir d'autres endroits, d'autres personnes, d'autres trucs. Tout bête, on a tourné à Saint-Cirque-la-Popie, c'était très cool, ben ça nous a permis d'obtenir un autre village. Et cet autre village va certainement nous permettre d'obtenir d'autres villages. Parce qu'en fait, les villages, ben, si vous arrivez et vous dites, on a tourné à tel endroit, ça s'est très bien passé, regardez les images qu'on a tournées, et les images sont sublimes, ben ce village-là, il est en confiance, en fait. Sauf qu'à l'heure actuelle, au tout début, je veux dire, quand on arrivait, c'était McCormiche et le pilote qu'on pouvait leur montrer. McCormiche n'était pas positif comme image, donc on ne pouvait pas vraiment le montrer, et le pilote, ben, ça montrait rien, parce qu'en fait, c'est des scènes dans une forêt et dans un grenier. Donc eux, ils vont dire, bah oui, c'est cool Jean-Michel, mais c'est quoi un village, tu sais pas ce que c'est en fait. Et du coup, nous, c'est ça, on a pu tourner à Ivoire et à Saint-Cirque-la-Popie, à Prague aussi, mais c'est des images qu'on peut montrer et qui sont très jolies, et c'est vraiment cool ce qu'on a tourné. Et du coup, ça met en valeur ces villages-là, et ça met en valeur les lieux où on a tourné, parce que justement, on tourne avec une vraie vision. J'en reviens aussi sur la vision, c'est que le projet final sera aussi pas que en noir et blanc, on passera carrément au clair-obscur. C'est une volonté personnelle que j'avais déjà un petit peu sur Sol de l'étrange, qui était compliquée à mettre en œuvre. Là, je pense qu'on peut le faire, et je pense que ça peut être vraiment avantageux pour le côté horreur et pour la réalité des tournages aussi. Maxime, qu'est-ce que le clair-obscur ? Le clair-obscur, eh bien, c'est quand vous n'avez qu'un liseré de lumière. Donc généralement une source de lumière. Cette source de lumière vient donner une idée de ce qu'il y a dans votre scène, mais elle laisse grande place à l'imagination en laissant des grands pans de l'image absolument sombres. Donc c'est très très bien pour l'imaginaire, c'est très bien pour l'horreur, et ça correspond parfaitement à ce qu'on veut faire, et la réalité du fait que on n'a pas énormément de budget, etc. Je reviens aussi sur pourquoi on n'est pas passé par le CNC. En fait, il faut savoir que le CNC, moi j'ai fait un dossier qui a été vu par le CNC, et en gros la réponse c'était oui mais. C'est-à-dire que, enfin plutôt non mais, en gros ils attendaient qu'on complète le dossier, parce qu'en fait il y a un moment où ils parlent de pitch, et ils mettent entre parenthèses parler du tournage, de la production, etc. En fait, c'est faux. Ce qu'ils veulent, c'est que vous parliez du scénario. Je vous le dis parce que si ça vous arrive, voilà. Donc, il faut résumer le scénario. Le souci, c'est qu'à ce moment-là, nous, on était en pleine période de transition, en fait. C'est-à-dire qu'on ne savait pas vraiment on savait pas vraiment ce qu'on voulait, en fait, par rapport au Seuil de l'étrange. C'est-à-dire que même là, tout de suite, aujourd'hui, l'écriture n'est pas faite sur le nouveau projet. Il faut savoir que le nouveau projet, il est en cours d'écriture, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, c'est fin mai qu'on a décidé tout ça, qu'on a calé tout ça, parce que c'est une décision assez lourde à prendre, et donc voilà. Et donc, le problème, c'est qu'après, le CNC, moi, j'ai regardé les petites lignes, et les petites lignes, c'est que, en fait, on allait se lancer dans un truc, encore une fois, où, oui, on va débloquer du budget, mais ça demande une réalité aussi de deadline, une réalité de compte à rendre, exact, à d'autres personnes en plus de vous, et en plus de nous. Pour moi, c'est pas une bonne idée. C'est vrai que, on va être clair, hein, on crachera pas sur 24 000 € de plus, mais c'est pas une bonne idée. Est-ce que ça va vraiment nous apporter quelque chose de positif ? Voilà, nous, en fait, à long terme, je pense pas que ça soit quelque chose de positif. S'il faut remettre 24 000 €, on les mettra, mais à ce moment-là, on les mettra au fur et à mesure du tournage, et en investissant sur des choses où on n'aura pas une somme de 24 000 € où on dit « Ah tiens, on va prendre, et on va prendre, on va prendre ». Non, ça sera plutôt « Ok, on a mis... » Qu'est-ce qu'on met en plus, qu'est-ce qui est nécessaire, et réfléchir vraiment comme ça. Pour conclure, retour à zéro. Je mets des gros guillemets autour de zéro parce que quand même on a une grosse partie qui a déjà tourné, et on a une écriture, une réalité de tournage où on sait où on va beaucoup plus qu'il y a 2 ans, 3 ans. Et oui,
Pour nous aussi, ça fait. Le réécriture du projet, donc pour coller à la réalité de l'équipe, à la réalité de la production de Globtopus. 5 épisodes de 10 à 20 minutes qui sortiront quand ils sortiront. Et 5 autres épisodes qui seront en fait un making-of. Parce que je peux vous promettre qu'il y a de quoi vous montrer, qui reviendront un petit peu sur chaque épisode, justement. L'évolution, en fait, du projet, revenir un petit peu sur les origines, etc. Parler des scénarios abandonnés, parler des tournages abandonnés, parler des trucs comme ça, et revenir un petit peu tout ça sur la prod, parce que je peux vous assurer qu'il y a plein de trucs, enfin, je veux dire, c'est vraiment super intéressant. Donc on reviendra là-dessus. Voilà, ça sort quand ça sort, c'est un fait. Je reste là-dessus parce que je pense que c'est la meilleure chose pour le projet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire et à préciser par rapport au seuil de l'étrangias? Oui, si. Par rapport à Ulule, je pense réellement que c'est un vrai problème qu'un projet comme le seuil de l'étrange puisse multiplier par 5 son budget initial. Ce dit en passant, ça a été quasiment la même chose pour les enquêtes troublantes et ça a amené un autre problème, c'est que les enquêtes troublantes à la base, on était parti sur un film d'1h45, sauf que en vrai on avait trop de trucs filmés, trop de trucs cool, parce que du coup comme on avait plus de budget, on attendait plus de trucs. Résultat, les enquêtes troublantes, ça prend aussi du retard, parce que ça demande d'être réécrit. Après, c'est pas les mêmes soucis. Tu parles du problème de l'espèce d'escalade. C'est ça. Pour moi, en fait, c'est un vrai problème, et c'est vrai que nous, on a des projets en tête qui pourraient passer sur Ulule plus tard. Hein. Déjà, on termine ce qu'on est en train de faire. Mais ces projets-là, je sais pas si, en vrai, je ne sais pas si on les mettra sur Ulule, parce que c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée de se dire, voilà, on a budgétisé, on est arrivé à 5 000 €, j'en sais rien, et puis on récupère 25 000, oui, mais 5 fois plus, enfin, c'est pas concevable en fait. Et ça n'est pas positif pour le projet de se dire on va faire 5 fois plus, parce que c'est pas possible en fait. La réalité de notre... C'est pas exponentiel comme ça. On a négligé la réalité de notre production sous prétexte qu'on avait de l'argent, sauf qu'en fait, non. On peut pas changer la réalité de notre production. Même en multipliant par 5, même en multipliant par 10 le budget, ça n'aurait rien changé à la réalité de notre production. Et ça, c'est un vrai problème. Maintenant, c'est tout. On le sait. C'est bien. Si vous voulez lancer un Ulule, sachez-le. C'est cool. Ça fait rêver de se dire waouh, on a un gros succès. Je pense réellement que c'est pas positif. Si on avait eu les 5 000 €, on aurait déjà sorti le seuil de l'étrange. Même si on avait eu 10 000, on aurait déjà sorti le seuil de l'étrange. C'est ça le problème, c'est que on s'est dit on réécrit quelque chose, on fait ça plus ambitieux, sauf que l'ambition, elle a un prix réel et que on l'a mésestimé. On l'a mésestimé parce que c'était la première fois tout simplement qu'on avait la possibilité de faire ça. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce qu'on a oublié quelque chose dans tout ça? Voilà, comme m'a dit Maxime, c'est vrai que je suis conscient que cette vidéo pourra avoir, on va dire, une impact plutôt, voilà, des gens seront déçus, des gens seront sûrement aussi en colère. Et comme nous, on est déçus aussi de la façon dont ça se passe, mais c'est pas une vidéo pour dire ça s'annule, ça s'arrête. Non, au contraire. Comme a dit Maxime plusieurs fois, et il faut vraiment l'avoir à l'esprit, on aurait pu sortir le seuil de l'étrange dans l'état actuel, sauf que moi j'aurais pas été content, Maxime n'aurait pas été content, et l'équipe et tous les membres n'auraient pas été contents du tout, et même vous. Voilà. Et en fait, ce qui est, ok, c'est chiant, c'est retardé encore. Sauf que, à la fin, comme a dit Maxime, nous on veut être content de ça et on veut que vous soyez aussi content de ça. Et quand ça sortira, vous verrez, ça sera cool. Parce que ce que vous voyez à l'écran, ce que vous avez vu pas mal d'extraits dans la vidéo, ça en fait, on peut vraiment faire mieux déjà. Mais ensuite, derrière, c'est pas. Enfin, c'est visuellement cool. Mais je peux vous assurer que, oui, les problèmes d'actorat et les problèmes de la réalité du tournage qui fait que, après un peu plus de la moitié du tournage, tout s'est arrêté pendant 1 an. Ça c'est quelque chose, on peut pas revenir dessus et faire comme si ça n'existait pas, parce que ça se verra tout de suite, on n'a pas les épaules pour reprendre un truc comme ça en cours et faire genre comme si de rien n'était. Donc il vaut mieux reprendre à zéro avec une ambition recadrée et reprendre le projet tel qu'on l'imaginait et tel qu'on veut qu'il soit. C'est aussi un truc sur lequel je reviens, c'est y a plein de gens qui font mais pourquoi tu refais pas un Ulule? Non, c'est hors de question, vous avez déjà donné. Si vous avez envie de reparticiper au projet financièrement, etc., machin, écoutez, pourquoi pas, moi je suis pas contre, dans le sens que oui, si vous voulez faire un don, etc., il n'y a pas de souci. Mais je ne ferai pas une campagne par rapport à ça, je ne ferai pas de pub par rapport à ça, et je ne vous demande rien, clairement. Si vous avez déjà donné, vous inquiétez pas, ça sortira, vous serez tenu au courant comme on peut. Là tout de suite, moi je ferai des vidéos d'annonces par rapport à ça pour dès que l'écriture est finie, dès que le planning est fini, dès que on repart en tournage, en tournage, etc. Mais c'est vrai que là, on s'est pris
1 an et demi dans la gueule, enfin moins d'1 an et demi en vrai, mais bref, à peu près 1 an et demi. Ça nous a demandé 1 an et demi pour réagir, pour se retourner, parce que c'est quelque chose qui a été très très pernicieux dans le sens que au fur et à mesure c'était peut-être que ça va stabiliser, puis en fait non, en fait oui, en fait, et puis le temps il passe en fait, et le truc c'est que on a d'autres trucs dans nos vies. Moi j'ai la réalité de mon métier, Eric aussi, tout le monde, hein, j'ai envie de dire, la réalité de la vie aussi, il y a des problèmes qui arrivent dans la vie privée, des trucs comme ça, et du coup le temps passe super vite, parce que le problème c'est que la solution c'est des choix qui sont extrêmement dur à faire. Je peux vous assurer que dire tout ce qu'on a tourné, on le met dans une intrigue secondaire, c'est pas facile comme choix à faire en fait. Et c'est une réalité, il faut vraiment qu'elle soit dans votre gueule pour la prendre. Donc voilà. Donc oui, c'est un choix difficile. Et oui, je suis certain qu'il y a plein de gens qui vont faire c'est de l'arnaque, machin. Si vous voulez. Sauf que quand ça sortira à la fin et que le projet nous plaira, ça sera dans votre gueule. Donc voilà, mais tant mieux. Donc voilà. En attendant, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, hein, bien évidemment. Désolé d'avoir mis du temps à répondre, mais en vrai, on n'avait pas de réponse jusqu'à... Il fallait que ça se mesure, il fallait que ça se mesure, que ça se pèse. Et... Donner des news, c'est une chose, mais donner des news pour juste dire, on a des problèmes, moi, c'est pas trop mon truc, honnêtement. Je l'ai déjà fait pour le coup des retards, le coup des problèmes de planning de la dernière fois. J'allais pas le refaire pour dire voilà, là le but c'est on a des solutions, on sait où on va et on y va dès maintenant quoi. Donc voilà. Sur ce, bisous partout et puis à la prochaine fois. Ciao. À bientôt.